Lucci nous révèle un power-up qui me met sur le cul. L'origine des fruits du démon est aussi incroyable que cringe, de la part de cette civilisation antique. Juste tout le monde, bienvenue dans la review de ce chapitre 1069. Eiichiro Oda nous prend pour la plupart à contre-pied, nous montre que des personnages que l'on a vus pour la dernière fois il y a 15 ans peuvent revenir sur le devant de la scène et nous montrer du beau jeu, du spectacle, on est régalé. Rob Lucci qui éveille son Zoan, il adopte une forme dont le manteau nuageux n'est pas sans rappeler celui de Luffy en Gear 5. Est-ce que le Cypher Paul va réellement tenir la comparaison devant un Luffy qui voit Atlas tomber sous ses yeux? La stratégie est de mise dans ce chapitre et je propose qu'on passe directement à la review. C'est parti. Toutes les choses naissent pour une raison. Le titre du chapitre nous ramène immédiatement à la déclaration de Barbe Noire sur Jaya, lorsque, sûr de lui, assis en pleine rue pour déguster ses 50 tartes, déclare que les rêves ne cessent jamais d'exister. Un cliffhanger soutenu par Eiichiro Oda lorsque les Mugiwara apercevaient, avant de se rendre sur Skypiea, un navire tombé littéralement du ciel sur ces mots du narrateur. Tout ce que l'homme peut imaginer est une réalité possible. Citation de Willy Karen pour information. One Piece se révèle être plus que jamais une œuvre au code mystique, indéchiffrable et toujours plus incroyable. Ce qui choque d'ailleurs les spectateurs devant leur écran, témoins de ces phénomènes extraordinaires. Un pied de retour sur Terre, la page de couverture ne montre ni plus ni moins que le laboratoire sur navire et où se rassemblait l'équipage de scientifiques Mads. Donc sous la bonne couverture d'œuvres de bienfaisance, l'Institut de recherche pour la paix, entre guillemets, accueillait en son sein Vegapunk, qui recherchait à améliorer le quotidien des gens, mais également une belle branche de charognards. Shizar Clown et ses recherches dégueulasses comme le bide du gros dégueulasse Stitch, ça fait longtemps que je l'ai pas cité, Judge, alias celui qui fourre de produits chimiques sa femme pour créer les Power Rangers, et Queen, qui a détourné les fonds de recherche pour se payer 10 ans d'abonnement Burger King, t'es mal à bête. Ce qui peut nous intéresser par contre, c'est d'en faire un parallèle avec le chapitre 358, là où Franky va renaître sous la forme d'un cyborg après être passé sous les roues du train des mers. À ce moment-là, il croise un navire et s'y aventure. Si on compare rapidement les deux vaisseaux, l'apparence de la coque, on se rend compte que le charpentier des Mugiwara est tombé sur le navire désert des Mad et qui s'y est cybernétisé seul, comme il l'a déjà dit, à l'aide des documents et installations encore fonctionnelles qui étaient cachés. Ainsi, le navire des Mads est né pour accueillir une bande de charognards, mais aussi pour venir en aide à Franky qui aujourd'hui, avec son capitaine, vise le bout du monde avec le Sonigo, Loftel. On revient à Egghead tout de suite, donc dans le présent de la timeline, où la situation se chauffe directement. Là, on n'a pas de temps, c'est tac tac tac, c'est crescendo. Lucci et Kakustosi font face à Luffy, Jinbei et Chopper. Ah, déjà, on se rend compte de la stature de Luffy en tant que Yonko. Le Cypher Paul ne peut pas l'attaquer et de demander l'autorisation à son état-major avant d'avancer la moindre action. Jinbei fait le parallèle et dit à Luffy que son rang actuel ne va pas lui permettre de faire plus de grabuge sans entraîner une grosse répercussion dans le monde entier. Mais est-ce que ça va empêcher Lucci de prendre sa revanche? Est-ce que Luffy va se retenir pour venger Atlas, celle qui lui a fait découvrir le distributeur à bouffe? Ah, certainement pas. Lucci a une haine qui se voit dans le regard. L'agent du Cypherpole est conscient des ordres, il le sait, c'est une machine. Mais il choisit clairement la méthode qui va pas optimiser le plan du tout, et se remémore les événements par ailleurs d'Enies Lobby, ça se voit. Dans ses yeux, tu vois qu'il a le venin, tu vois, il a le démon. Il a envie de lui sauter dessus, lui mettre une patate. Des événements qui sont immédiatement transmis d'ailleurs à Akainu, et ce dernier reste la tête sur les épaules, Akainu purement devenu bureaucrate, et a du bon sens en critiquant ouvertement l'excès de zèle de Lucci, qui 1. S'infiltre dans Egghead de force, 2. Il fait face à un Yonko sans en aviser l'état-major et le quartier général de la marine, et respecte pas les forces déjà affectées par la perte de Kaido et Big Mom du côté des pirates. Ce que j'appelle force, c'est l'équilibre Yonko, Shichibukai et marine. Kizaru est déjà en route pour Egghead, allié ou ennemi, on va y revenir en fin de review avec toutes les informations nécessaires. Lucci m'a étonné de fou, et Lucci et Luffy se battent, ils cassent tout sur leur passage. Sous les yeux d'une partie des Mugiwara, de nous spectateurs, chacun nous révèle que la plupart des éveils de Zoan éveillés se sont faits au prix de la perte de connaissance de l'utilisateur. Et je vous renvoie immédiatement à ma vidéo qui traite sur le sujet de l'éveil des Zoan.
Je parle des fruits armes, je parle des fruits des gardiens d'Impeldoin qui se sont éveillés bizarrement, etc. Le Neko Nekonomi modèle léopard éveillé de Lucci nous dévoile une forme inédite avec ce manteau nuageux noir qui se dégage de la même manière que celui de Luffy. Une similitude à prendre en compte et qui n'était pas présentée sur les gardiens justement d'Impeldoin par exemple. Le manteau nuageux peut être assimilé par exemple à une symbiose du fruit et de l'être qui le possède, justifiant ses formes gracieuses, harmonieuses entre l'utilisateur et l'esprit du fruit, contrairement à une simple forme bestiale qui a pris le contrôle du corps humain. Pour le Gear 5 de Luffy, Vegapunk apparaît dans la salle d'observation. C'est pas une invisibilité, c'est vraiment il s'est téléporté avec les autres, et nous dévoile un nom inattendu, étrangement précis, le guerrier blanc. On se voit confirmer l'information donnée par le Gorosei, à savoir que le Gomu Gomu no Mi de Luffy n'a jamais existé, puisqu'il s'agit en réalité du fruit Nika, un Zoan mythologique. La volonté de Joy Boy, celle de donner le sourire aux gens, est cristallisée dans le fruit qui a traversé les siècles, avant de se retrouver chez Luffy, qui perpétue inconsciemment cette volonté et est en parfaite osmose avec, ce qui permet d'en tirer le maximum. On en arrive à la question, et là ça va être compliqué parce qu'il faut essayer d'analyser, de comprendre, on a très peu d'informations, à la question des fruits du démon, qui doit être élucidée à la base par un grand scientifique, comme nous le disait Oda il y a des années. Et on y est, mesdames et messieurs, les fruits sont des anomalies cristallisées sous cette forme par le potentiel souhaité par chaque être vivant sur la planète, à l'époque. Ouais, c'est un peu long, on va essayer de décrypter tout ça. Ainsi, il y a des gens qui, comme nous autres dans la réalité, par exemple quand on vous aborde dans la rue, quel super pouvoir est-ce que tu aimerais avoir? Toi tu t'imagines des trucs et tu vas répondre. Ben, c'est exactement la même chose. Les gens ont souhaité devenir des léopards, ont souhaité offrir le sourire aux gens, ont souhaité contrôler les éléments, etc. Jusque-là, rien de dérangeant. Mais les gars, je vais vous le demander, les amis, qui d'entre vous, et répondez-moi sérieusement, qui d'entre vous a envie, si on lui dit que c'est possible, d'imaginer le pouvoir de se faire enfiler par les autres, je parle du fruit de la veste, de devenir une chenille ou un chihuahua? Mais c'est cringe. Qu'est-ce que c'est que ce peuple de dégénérés? Je commence vraiment, moi, à me demander qui est le bon camp. Ils étaient tous dégénérés dans l'Ancien Royaume. On leur propose l'évolution d'espèces humaines, de transcender leurs conditions humaines, et ils deviennent des tapis, un tas de boules, et des manteaux pour se faire enfiler à plusieurs. Et moi j'aurais tout nu qu'à la bombe. Je suis le 6e membre du Gorosei, ça y est, j'intègre les pads. Ah, c'est le pas de trop, là. Que la merde de la nature vienne les faire couler. Ah, c'est trop, c'est une malédiction qui touche les possesseurs du coup de ces rêves, qui les font devenir des personnes vivant dans un monde à part des autres. Un monde de progrès où tu es libre de devenir ce que tu veux finalement. Que ce soit ridicule d'ailleurs ou pas. Et ils sont là, Mini-Hawk, Mini-Jimbei, Mini-Boa. Sentomaru à leur tête, qui est redevable envers Vegapunk, n'a pas le choix et se range du côté scientifique. Ordonne à Escuma d'écraser les agents du gouvernement en place. Donc là ça te fait un mini cliffhanger, ça repart. Je vous l'avais dit que Kuma ça allait être un peu le guerrier de Troie. De l'autre côté, Mini-Boa doit quitter l'équipage Mugiwara jusqu'au labo. Mini-Hawk et Mini-Jimbei doivent poutrer littéralement le CB0. Jusque là tu te dis, Lucci et compagnie sont dans la mouise, et je l'ai pensé aussi, puisque Sentomaru a plus d'autorité que le Cypher Paul pour diriger les Séraphins, et il est censé avoir un certain palmarès. De l'autre côté, t'as Luffy qui utilise le Gomu Gomu no pistolet top, et met un bon coup dans les côtes de Lucci, qui crache du sang. Donc c'est littéralement un punch, tu l'enfonces dans le sol, et le sol se matérialise sous la forme d'un point qui part dans tes côtes. C'est juste incroyable. C'est vraiment n'importe quoi. Et du coup, Lucci est KO. On se dit, c'est fine, c'est un empereur, il lui a mis une patate. Lucci l'a fait de son mieux, il a progressé, mais c'est tout. Mais non, c'est pas fini. Parce que en fait, Luffy et Sentomaru se mettent à discuter. Et Lucci se relève comme un beau gosse. Il fait un Soru. Shugan, c'est en fait, t'as le Shigan, c'est le doigt. Et là, il lui a mis la main entière. Ah, je sais, c'est dégueulasse. Et il a transpercé Sentomaru avec. C'est incroyable, c'est surprenant, même s'il a fait son coup par surprise, et ça affirme un bon niveau de Lucci, qui va se placer très haut dans la Bible de la puissance, entretenue sur les réseaux sociaux. Si vous voulez mon avis rapide sur ce qu'on a vu, et encore on en a très peu vu, on peut pas le classer facilement,
Je révise mon jugement, et je dis qu'il donnerait un gros combat à King, mais il faut pas non plus aller le porter au level Yonko, etc. Au level Yonko entre guillemets. Ce serait ridicule de juger trop vite, on n'a rien vu. Et l'ampleur de cette passe d'armes, pour moi, il n'y a rien à voir avec un combat extrêmement sérieux sur Onigashima. En tout cas, respect. Sentomaru KO, Lucci a de l'idée pour reprendre le contrôle des Séraphins, qui sont tous à côté de lui, et c'est très bien joué pour une raison. Vegapunk est désormais le seul à pouvoir les calmer, mais pour ça il doit apparaître et se mettre en ligne de mire de Lucci, Kaku ou Stussy. Ce qui est beaucoup trop risqué pour lui, c'est pas un combattant. Quant à dire qu'ils sont dans la mouise, pas vraiment. Il faut pas oublier le reste de l'équipage à proximité qui peut rapidement intervenir pour combler déjà le surnombre. Un équipage Yonko, ce n'est pas juste le Yonko. Une erreur d'appréciation que font beaucoup de personnes en voulant jauger les puissances globales. Qu'est-ce qu'on a des deux côtés potentiellement maintenant? L'équipage de Luffy plus Vegapunk, qui n'est pas combattant mais qui connaît bien le terrain, etc. De l'autre côté, on a le Cypher Paul Zero, 4 séraphins sous contrôle visiblement, sauf surprise autre, et Kizaru qui est en route. Parlons un peu de Kizaru d'ailleurs. Est-ce qu'il va venger Sentomaru, qui est son neveu apparemment, ou va-t-il combattre un Yonko? C'est une occasion quand même d'en vaincre un. C'est pas une occasion qui arrive souvent dans le monde de One Piece, on est d'accord. En tout cas, s'il y a grosse mêlée, ça nous donnera l'occasion de préparer le match retour de Shabondi dans des conditions à peu près similaires. Je n'ose même pas imaginer les conséquences que ça pourrait avoir dans le monde entier, tout le monde est au courant. On apprend également qu'Akainu n'est pas forcément d'accord avec le fait de tuer Vegapunk, que le mieux serait de le garder pour consolider les forces de la marine, mais finalement qu'il vaut mieux l'éliminer plutôt que de voir un tel génie aux mains des pirates. Du coup il est possible que Kizaru et sa flotte soient à même de recevoir un ordre du Gorosei soutenu par Akainu en mode vous allez aider le Cypher Paul à boucler Egg Island et vous allez tuer Vegapunk à tout prix. Pour la raison qu'il a été corrompu, vous connaissez la raison de terrorisme qui est déjà apparue à Ohara. Finalement il ne faut pas écarter l'apparition probable de Kuma, il ne faut pas l'oublier lui parce qu'il va apparaître d'un seul coup, et son rôle dans cet arc qui devrait être protecteur. Dans un contexte similaire sur Shabondi, il aidait les Mugiwara à sonner la retraite du champ de bataille, il a aidé en protégeant le Sonigo pendant l'ellipse, et pourrait bien être la dernière carte piège de Vegapunk pour s'en sortir. Shaka annonçait à Dragon avant même l'arrivée du Cypher Paul qu'il allait probablement mourir, mais vu qu'il sait qu'il va mourir, il a au moins une ou deux cartes d'avance et il a pu jouer la sécurité en assurant une retraite possible pour le docteur originel. Bon bah on va bien manger les gars. Mais bro, en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous lâcher le petit like des familles. Abonne-toi si ce n'est déjà fait, ça m'aide beaucoup en 2 clics et ça nous permet d'être de plus en plus nombreux à suivre l'aventure incroyable qu'Oda nous réserve. Merci à tous, des bisous, passez un excellent week-end, tchuss.